fuite de documents officiels et fake news, est-ce que c'est la nouvelle gouvernance dans notre pays? La République est-elle devenue la République? À qui la faute finalement face à ce phénomène? Docteur David Eboutou, je commence par toi. Oui. C'est quand même un phénomène visible. Absolument. Il n'y a pas un jour sans document, parfois frappé du sceau de la confidentialité qui se retrouve dans la République. C'est vrai, et c'est un constat alarmant et lamentable que nous faisons. Mais à ce niveau, il faut quand même me rappeler qu'il y a des efforts qui ont été menés au plan réglementaire, plan juridique, où on rappelle, il y a quand même eu des textes qui invitent les citoyens à plus de responsabilités. Il y a même des dispositions juridiques qui aujourd'hui peuvent être perçus comme des effets contraignants ou dissuasifs, dans le sens justement d'amener les internautes, parce que c'est de ça qu'il est question finalement, ceux qui naviguent dans la webographie, à plus de responsabilités. Mais je crois que c'est un phénomène qui a persisté du fait de ce que nous appelons chez nous les lanceurs d'alerte qui vivent généralement à l'étranger. Regardez très bien. Ceux qui font la course au breaking news et qui orientent et donnent presque le là de la météo sociopolitique chez nous, en termes justement de la ventilation de ces documents confidentiels, ce sont ces web journalistes-là qui sont tapis à l'étranger. Mais qui n'inventent rien, ils n'inventent pas. Parce que justement, ils ont une certaine liberté, ils bénéficient d'une certaine liberté, ils bénéficient d'une certaine humilité, entre guillemets, qui fait qu'ils ne risquent pas grand-chose. Oui. Vous imaginez très bien que vous, qui êtes ici, vous publiez tout de suite un document confidentiel qui porte atteinte à une personnalité, vous êtes rattrapé dès le lendemain. Et c'est ce qui fait que, voilà l'une des voies qui justifie le fait que ces breaking news prospèrent par la voie de ces gens-là. Mais à ce niveau également, il y a que, je ne comprends pas très bien le rôle d'une institution comme l'Antique, qui pourtant fait un travail... L'Agence nationale de technologie, information et la communication. Absolument, parce que ceux qui ont fréquenté au moins une fois les Émirats arabes unis, par exemple, savent que même à partir de votre téléphone, vous êtes surveillé. C'est-à-dire qu'un simple coup de fil que vous voulez passer à l'étranger, transite, et on vous demande d'installer par exemple un VPN. Vous savez par exemple qu'on vous impose un nombre de minutes de communication, par exemple. Vous savez par exemple qu'un document qu'on vous envoie et où il y a un certain nombre de mots qui reviennent, terrorisme, agression, des choses comme ça, ça attire l'attention et c'est bloqué. Oui. Donc, est-ce que c'est si difficile, par exemple, d'adopter de telles approches chez nous pour commencer justement à prévenir et annihiler justement ce genre de phénomène qui devient quand même alarmant. Et ce qui est sûr, c'est que malheureusement, si ce phénomène persiste quelque part, c'est parce qu'il fait aussi l'intérêt de quelques personnes. Parce que on imagine qu'il y en a. On imagine qu'il y en a qui... c'est là où je voudrais embrayer. Posons-nous bien la question de savoir d'où viennent ces documents et comment ces documents se retrouvent-ils entre les mains de ces lanceurs d'alerte-là. C'est parce que ces documents viennent de quelque part et parfois même au cœur de là où ils ont été constitués. Et s'ils ont fuité, c'est parce qu'ils visent un objectif. Et il y a donc des gens qui, se retrouvent au cœur d'un appareil, veulent dénoncer, n'ont pas toujours le courage de leur engagement et de leurs propos ou de leur idéologie, qui préfèrent donc agir par lâcheté. C'est-à-dire il suffit d'un clic à travers mon téléphone, et puis je l'envoie à un lanceur d'alerte tapis au Maroc ou je ne sais pas trop en France, pour qu'il fasse le boulot. Et j'aurais donc contribué, par exemple, à dénoncer une situation que je n'aurais pas pu faire dans un cadre bien précis. Donc, il y a toutes ces situations qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve donc dans ces désordres qui fait que le Cameroun est devenu un véritable café à la honte. C'est tous les documents aujourd'hui, les plus confidentiels, qui se retrouvent 1 minute, 3 minutes après sur les réseaux sociaux. Maître Chiazok, vous êtes un leader politique, vous observez ce qui se passe au Cameroun, où plus rien n'est confidentiel, tout se retrouve sur les réseaux sociaux, tout le monde, parfois avant le destinataire du document, un document signé à la présidence de la République, destiné par exemple au service du Premier ministre, arrive dans les réseaux sociaux avant même d'arriver dans les services du Premier ministre. Ça devient une république, c'est un danger finalement. Monsieur Jean-Jacques Zé, l'État est comme la petite famille nucléaire. Le président de la République, c'est le père. Le chef du gouvernement, c'est la mère. Les enfants constituent le peuple. Si vous arrivez sur ma cour et
et quand vous voyez les enfants, les chaussures des enfants traîner leurs habits, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, il faut le reconnaître de manière péremptoire. Parce que le président de la République, qui est le chef de famille, le père, prend la peine de se rassurer que, avant que les enfants aillent dormir, ils ont enlevé tout ce qu'ils ont laissé dehors. Et lorsque le chef de famille, le président de la République n'est pas là, qui est le père, la mère joue ce rôle. Et même quand la mère n'est pas là, le fils aîné, il joue ce rôle. Le fils aîné ici peut renvoyer au Premier ministre, peut renvoyer au secrétaire général des services de la présidence de la République. Et lorsque on constate donc que pour parler du Cameroun, tout est dans la rue, ça veut dire que les enfants n'ont plus de père qui est le président de la République et non plus de mère qui est le chef du gouvernement. Et ce n'est qu'à ce niveau que votre problématique peut trouver tout son fondement. Depuis pratiquement 8 à 9 ans, on se pose la question de savoir qui gouverne le Cameroun. Nous savons que nous avons voté le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est notre président. Mais vous verrez que, à tort ou à raison, il se dit que tel ministre est venu par tel couloir, tel est venu par tel couloir. Et là, on se pose également la question de savoir si tous ces différents couloirs sont vrais. On rend donc compte à qui? Depuis pratiquement 6 à 7 ans également, le gouvernement a perdu la notion d'équipe. Elle a perdu la notion d'équipe. C'est devenu un véritable panier à crabe. Oui, aucun respect de la solidarité gouvernementale, pas de cohésion, pas d'entente. Donc, ces jeux de positionnement donc, sont en réalité l'une des causes pour lesquelles on retrouve tous ces documents. Et les tacles pas derrière. Même au niveau du coup. Donc, on se retrouve donc dans cette situation où, pour des positionnements, parce que quelqu'un veut à Jean-Jacques Zé, il monte une histoire qui met dans la rue. Et d'ailleurs, les lanceurs d'alerte trouvent presque tous les financements auprès de ces personnes qui veulent se positionner. C'est vrai. C'est auprès de ces personnes qui veulent se positionner qu'ils trouvent les moyens. Vous vous souvenez des faux gouvernements. Ça veut dire que quelqu'un qui ose affaire et qui pressent que Jean-Jacques Zé peut devenir ministre, et parce que ça doit rester dans le secret du président de la République, on monte un faux gouvernement où on met votre nom et qu'on dit que non, si on sait déjà que Jean-Jacques Zé c'est ministre, c'est un jeu. C'est un jeu. Mais c'est un jeu dangereux. Parce qu'on voit quand même des documents incroyables qui circulent. Justement, parfois des documents qui sont censés entrer dans le secret défense. Le problème, c'est que ceux qui jouent le jeu s'en fichent de la dangerosité. Ils veulent atteindre un objectif. L'objectif, c'est ce qui vient de leur cœur, de leur tête. Ils veulent noircir une personne. Oui. Ils veulent se positionner. Ils veulent atteindre un objectif. Donc, je voudrais dire que quand ça se passe comme ça, si vous venez chez moi, vous trouvez les habits des enfants et des chaussures sur ma cour, ça veut dire que je ne joue plus mon rôle de chef de famille. Le président de la République est devenu de plus en plus distrait. Il est absent présent. On ne se sent plus sa vigueur d'antan. À quel moment il va réagir? Peut-être quand il sera en train d'attaquer 94 ans. Mais nous pensons que le premier ministre chef du gouvernement doit avoir un peu plus de moyens, parce qu'il me semble qu'il n'en a pas suffisamment. De moyens, de points, de moyens d'autorité pour discipliner. Attendez, monsieur Jean-Jacques Zé, une correspondance que je vous adresse, vous n'allez pas voir ça dans les réseaux sociaux. C'est entre les membres de la sphère gouvernementale. Donc c'est autour des gens qui nous gouvernent. C'est entre eux là-bas. Parce que beaucoup ne sont plus là pour soutenir ou encadrer le président de la République. Beaucoup sont là pour leurs intérêts. Et pour mettre de l'eau au moulin, voilà ce que je dis. Vous verrez que tous parlent de la vision du président de la République. Nous voulons mettre sur pied en application la vision du président de la République. Mais lorsque 2-3 ministres se contredisent, alors finalement la vision du président de la République à la vision du président de la République. Donc ce n'est pas caché, ça se fait à mondo-vision. Ces contradictions entre les membres du gouvernement. On comprend le sens de votre propos. Peut-être qu'il n'y a plus une autorité pour gérer, pour réguler
chacun fait un peu ce qu'il veut. Aristide Manda, c'est quand même une situation déplorable d'observer que les documents de la République sont dans la rue. Je dois avouer que c'est une situation extrêmement embarrassante et très gênante parce que généralement l'administration est frappée du sceau, parfois de la confidentialité. Mais nous baignons là dans le domaine de la communication. Et vous, mieux que moi, savez que c'est un domaine assez complexe. Complexe parce que, généralement, tout le monde pense qu'il est qualifié, qu'il est habilité et habilité à parler ou à transmettre une information. Les gens aiment effectivement la notion de couloir pour nuire à autrui. Sauf que là, c'est une question qui va quand même toucher à l'éthique, Absolument. à la déontologie, Absolument. et fatalement, je vais dire ipso facto, au droit, aux questions, à la norme juridique. Savez-vous que le cadre normatif est très clair dans notre pays, l'article 113 en l'occurrence, condamne cette pratique. Vous êtes passible de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. Et les amendes sont énormes. Je ne comprends pas que les gens s'investissent du pouvoir, galvaudent le pouvoir discrétionnaire. Parce que dans la nomination, c'est quand même quelque chose de souverain. C'est-à-dire que lorsque vous êtes investi d'une responsabilité, c'est à vous quand même qu'il revient à un moment donné de prendre des actes. De les adresser lorsque bon vous semble et lorsque vous le jugez opportun. Là encore, je vais condamner et estimer que c'est une hideuse pratique qu'il faut éradiquer. Parfois, c'est des règlements de compte. Oui. Alors que le premier devoir, par exemple, du citoyen, c'est la discrétion. C'est le secret. Quand je parlais tout à l'heure du ministre d'État, Mbara, je vais vous raconter une petite anecdote. En 1999, j'étais stagiaire dans son cabinet. Un vendredi soir, il m'a dit... Oui. J'étais au ministère d'enseignement supérieur. Un stagiaire. D'accord. Où j'ai fait 1 an. Il me dit, là où tu vas là, vraiment va t'amuser, mais si j'apprends qu'un seul de mes dossiers est dehors c'est-à-dire que pour ne pas courir le risque de l'indiscrétion, Oui. alors je vais te sanctionner. Lorsque je l'évoque, ce n'est pas tant pour en faire l'apologie, c'est pour restituer quand même pas le caractère d'homme d'État, parce que ce serait comme si je vais parler de lui en tant que... C'est pour montrer un peu la sacralité du pouvoir. Et à un moment donné, on ne peut pas se mettre ainsi à galvauder les documents. Parce que parfois, comme je l'ai relevé tantôt, sont frappés du sceau de la confidentialité. Ça peut être des questions ayant trait à la santé. Ça peut être des secrets défense. Ça peut être des choses pour lesquelles on ne souhaiterait pas... Des informations stratégiques. Oui. Et là, j'avoue que c'est quand même un problème parce que les gens se souviennent par leur devoir initial, qui est outre le droit, mais également le devoir de réserve. Alors tout le monde semble indiquer qu'il y a des règlements de compte derrière. Il y a le jeu de positionnement, ou une tradition camerounaise où on te pousse à la faute. D'autres interrogent quand même l'éthique, vous avez évoqué l'éthique, et donc la formation des agents publics aujourd'hui. Parfois, c'est une question d'intérêt. Je ne pense pas que globalement, les fonctionnaires, tout comme les autres corps de métier, soient mal formés. Nous n'avons pas un problème de formation dans notre pays en tant que tel. À l'école normale, à l'ENAM et même nos médecins, la première année que lorsqu'ils s'expatrient, ils font des émules. Nous avons tous, à travers le monde, nous voyons ce que valent nos ressources humaines. Je ne vais pas remettre en question la qualité de nos enseignements, leur contenu, les modules. C'est l'intérêt, c'est les modèles qui sont différents. L'enrichissement illicite, les règlements de compte, les gens qui veulent alimenter les réseaux et qui estiment, par exemple, comme quelqu'un l'a relevé tantôt, que, par exemple, le président Biya n'aime pas l'indiscrétion et en suscitant, entre guillemets, un remaniement, les personnes pressenties peuvent être balayées. C'est vraiment très malheureux parce que ça ne correspond pas à la cité exemplaire, par exemple, que décrit Platon. Vous savez que dans la Grèce antique, tout le monde était investi d'une mission particulière. Les gouvernants, les militaires, le peuple. Le fait procéder, par exemple, d'une information qui est mise par celui qui n'a pas la qualité. Alors, je voudrais dire à mes compatriotes qu'il est bon qu'ils gardent constant à l'esprit, à la suite de Montesquieu, que la liberté est encadrée. Et que là où elle s'arrête, ou inversement, alors commence celle de l'autre.
qu'il y a un cadre normatif et que tout le monde dans une société ne peut se comporter suivant son bon vouloir. Pour conclure, la notion de fake news est si dramatique à notre pays qu'elle peut engendrer des situations délicates. Il y en a qui nous ont dit il y a 2 mois que le patron était décédé. Savez-vous que pour ceux qui, comme moi, lui sont attachés, il y en a qui ont fait des AVC. Je voudrais saluer notre armée qui, profitant de cet instant, aurait pu se livrer à des exactions. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure, lorsqu'on parlait de notre problème de gendarmerie, je leur ai rendu hommage. C'est quelque chose de terrible. C'est quelqu'un de passe dans sa chambre parce qu'il jouit d'une certaine liberté, entre guillemets, pour n'importe quelle élucubration, pour n'importe quoi. Et ça fait le tour du monde. Il se pose vers le problème de l'accès à Internet parce que si on barricade trop, on sera tensé dans notre pays. Mais il faut quand même avoir des outils de vigilance. Non, on a cité tout à l'heure l'ordonnance. Il y a quand même il y a des régulateurs. Vous avez par exemple vu que lorsque vous mais est-ce que c'est des régulateurs efficaces? Il n'y a pas un jour. Non, c'est ce que je voudrais surtout dire. Nous devons insister sur la sensibilisation. Et se souvenir que l'outil informatique n'a pas été créé pour nuire à l'autre, qu'il faut en tirer une plus-value. Qu'est-ce qu'il y a de substantiel? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'au travers de l'outil informatique, j'avance et que je fasse progresser? Vous comprenez? C'est extrêmement important parce que quelqu'un est capable de ruiner ta notoriété. Quelqu'un, au travers d'une fausse information, est capable de détruire tout un secteur et de mettre en mal toute la République. Donc revenons donc à cette République exemplaire que le président Biya appelle de tous ses voeux. Justement, je vais rebondir sur la République exemplaire. Le président national les appelés du service civique. Vous savez que c'est des actes inciviques. Ce qui se passe aujourd'hui, vous travaillez dans un service, vous prenez le document qui se passe par vous, vous le filmez, vous balancez sur les réseaux sociaux, d'autres le font pour avoir de l'argent, d'autres le font pour nuire. On est quand même bien loin de la République exemplaire. Nous en sommes très éloignés, manifestement. Nous en sommes très éloignés parce que les mentalités sont ainsi. Et permettez-moi de rappeler que l'outil moderne de communication que sont les réseaux sociaux, Internet et autres, la manière que cela est appréhendé dans notre pays est certainement galvaudé, pour reprendre le propos direct de M. Manda, parce que d'abord tout est tropicalisé en Afrique et davantage au Cameroun. C'est-à-dire que vous voyez que c'est un haut lieu d'incivisme, d'impudicité, de comportement rétrograde et autres. C'est-à-dire qu'il y a une carence de sensibilisation, davantage d'éducation à l'utilisation responsable de cet instrument, de ce que le chef de l'État appelait les autoroutes de la communication. Et quand vous voyez dans nos autoroutes, vous voyez comment les gens se comportent, vous voyez que les gens vont faire le sport à l'autoroute, ils marchent là, ils stationnent, certains vont tourner à l'autoroute et tout. C'est un problème d'incivisme. C'est un problème d'incivisme et l'État doit pouvoir réguler ce secteur avec beaucoup plus de rigueur. Parce que le chef de l'État, je parle de l'institution, nous indiquait dans son leitmotiv inaugural rigueur et moralisation. Alors, c'est parce qu'il y a absence de rigueur dans le traitement des affaires publiques. Il y a un peu de laisser-aller, d'impunité. Dans le traitement des affaires publiques que nous voyons cela. On a des gens souvent dit ici qui sont des fonctionnaires. Quelqu'un dit je suis fonctionnaire, ça veut dire quoi? C'est très ronflant. Il faut que les gens sachent que le fonctionnaire est un serviteur de l'État. L'État lui-même qui nous constitue, nous tous. Parce qu'on a l'habitude de confondre l'ordre politique, gouvernant, à l'État. C'est vrai que c'est l'expression visible de l'État, mais l'État, c'est nous tous là. Et maintenant, quand on est au service donc de l'État au travers de l'administration, il y a le principe de la confidentialité, il y a le principe du secret défense, là, que les uns les autres, dans les pratiques administratives, doivent respecter du point de vue donc, de la déontologie. Mais nous constatons que, au-delà de ces insuffisances, parce que là, on peut interroger même le recrutement de ces agents. Est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés sur ce que c'est que le service public, sur ce que c'est qu'être fonctionnaire? Parce que certains viennent
viennent là parce qu'ils ont été parachutés par le réseau, le couloir, comme M. Chowat indiquait qu'il a des grands couloirs. Certains peuvent donc arriver. Mais on doute quand même qu'il y en a qui ne sont pas préparés. Si vous faites le tour de tous les cabinets des ministres aujourd'hui, vous verrez qu'il y a du tout venant, qui sont de la famille, qui sont des amis, qui fabriquent les chaises, les tables du bureau, ils sont au couloir, ils ne sont pas préparés à vivre à cet endroit, à cet endroit. Je suis en train de le préciser ici, c'est-à-dire l'entrée dans la fonction publique. Est-ce que cela se fait avec la rigueur qu'il devrait avoir? Parce que on vient quand même gérer les affaires publiques. C'est-à-dire qu'il faut avoir la finesse, il faut comprendre ce que nous faisons. C'est pas un lieu où on vient se balader. Vous voyez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on a le téléphone, on filme tout. Et les gens sont dans cette logique qui peuvent donc tout filmer et balancer au-delà des règlements de compte, parce qu'il faut qu'on reste constant dans cela d'un point de vue sociologique quand on étudie l'affaire. C'est-à-dire que les gens ont donc patrimonialisé cette affaire, ils ont instrumentalisé ça dans la perspective comment dire, de tropicaliser, d'atteindre dans les objectifs politiques. C'est-à-dire que quand on voit qu'il faut faire tomber quelqu'un, on crée une affaire comme ça, ils ont leur relais, les lanceurs d'alerte qui font le travail d'amplification. Ce que nous demandons aux uns aux autres, du moins nous rappelons aux uns aux autres, c'est de ne pas oublier la rigueur. La rigueur dont le chef de l'État indiquait lors de son arrivée aux affaires, la moralisation, c'est-à-dire que quand vous posez un acte, du point de vue de votre position administrative, qu'elle soit horizontale ou verticale, que vous posez quand même la question de savoir quelle est la motivation morale du point de vue de l'éthique, hein, et même de la déontologie qui accompagne cet acte que je pose. Parce que, vous savez, les uns et les autres se comportent parfois dans ce pays comme si c'était de passage. C'est-à-dire que ils iront après dans leur vrai pays. C'est-à-dire le Cameroun, c'est un pays de transit. C'est un pays de transit. On va vous laisser. C'est une oasis de transit pour se reposer et après on va ailleurs. Ce pays, c'est le pays de nos ancêtres. Et vous voyez quand on chante le second couplet de l'hymne national, tu es le tombeau où dorment nos pères, le jardin que nous avions cultivé. Oui. Vous voyez les valeurs pour te rendre prospère. Oui. Les valeurs anthropologiques qui sont contenues dans ce champ patriotique de ralliement que les Camerounais devraient chacun prendre conscience. Parce que, vous voyez, et pour chuter, nous avons initié une campagne sur les symboles, la revalorisation des symboles, les emblèmes nationaux, sont partis du point de vue de ce que les uns et les autres ne respectent rien, surtout le sacré républicain. Vous voyez, si les gens ne respectent pas le sacré républicain, vous pensez que c'est les documents qui leur permettent de faire le buzz, d'avoir la primeur de l'info, d'être le premier à ou de se faire de l'argent. Et de se faire de l'argent. Parce que ces documents sont vendus. Qu'ils vont considérer, nous pensons non. Nous pensons donc qu'il faudrait que les uns et les autres sachent que le Cameroun, c'est notre pays. D'accord. Et nous devons travailler chacun en ce qui le concerne activement. Serait-ce que pour le protéger. Activement pour le protéger. Qu'on aime le chef de l'État, qu'on ne l'aime pas, le Cameroun, c'est nous. Car lui m'a dit, nous passerons, le Cameroun. Le pays va rester. Il faudrait qu'on laisse des traces positives de notre passage. Docteur, ce qui est dit par les uns et les autres démontre justement que plus rien n'est sacré. Tout est dans la rue. On a un internaute qui appelle pour dire que ça se passait différemment à l'époque de Feu Belinga Iboutou, l'ancien directeur de cabinet civil, qui faisait un peu le gendarme autour de ses affaires. C'est son avis. Mais pour observer justement qu'il n'y a personne qui veut arrêter la saignée. Depuis qu'on en parle, depuis qu'on décrit cet ensemble de choses, on n'entend pas une voix forte qui dit stop, la République est sacrée. Oui, c'est un secret d'État. Je vais vous expliquer. Vous avez la chance de convoquer un chercheur, quelqu'un qui cherche vos recherches. Voilà. Je voulais dire à mon ami que je n'ai pas de grand couloir. Il m'a été offert un couloir pour passer des messages au président. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le grand couloir. Allons-y au fait, sur la question. Oui, les fake news. Bon, je ne voulais pas théoriser parce que si on prend Michel Crozier de la boîte, nous, on va mieux comprendre.
Si on prend Jean-Jacques Rousseau des premières sociétés, chapitre 3, on va comprendre. Mais je veux parler de la réalité. Oui. Ce que moi j'ai vu sur le terrain. En fait, l'État utilise les fake news comme un secret d'État pour vous écouter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la société utilise les fake news pour des intérêts financiers, politiques et économiques. Je veux comprendre. C'est à dessein. Oui, certains fake news sont balancés. Bien sûr. Pour faire un sondage. Oui. D'accord. Écoutez les gens. Par exemple, tel est mort. On a nommé tel. J'ai 2 exemples. J'ai un ami proviseur. Il a été, lui, quelque part, qu'il a été nommé. Il a fêté, il a abattu une bête de 400 000. Mais après 2-3 jours, on a dit que c'était faux. Aujourd'hui, il est au village, il fait les champs de maïs. Et pourquoi on lui a fait ça? C'est le constat de faire ça. Il y a quand même une personnalité qui a fait sa nomination comme ambassadeur. Troisième chose, j'ai enseigné communication des affaires à l'université de Bamenda en 2017. Le fake news en économie, nous on dit souvent que la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Ça, c'est le Socrate, Jean-Baptiste, la loi des débouches. Fake news vient pour chasser good news. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le vrai, il n'y aura pas le faux. Il y a le faux parce qu'il y a le vrai. Oui. S'il y a fake news, c'est pour empêcher la bonne nouvelle et pour atteindre la cible. Et si la cible est atteinte maintenant, vous avez vu combien de remaniements ministériels faux au Cameroun? Plusieurs, n'est-ce pas? Donc ce ne sont donc pas des événements qui arrivent comme ça. Ce n'est pas banal. Oui. C'est scientifiquement supporté. Programmé. Oui. Non, pas supporté, programmé. Oui. Pour écouter le peuple, pour écouter les gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai aussi un ami à l'université qui a été nommé aussi par fake. Bon, on a commencé à boire les bières, après on s'est rendu compte que c'était faux. En fait, il y a des jeux des acteurs, il y a des gens qui sont dans le système, qui empêchent d'autres d'être nommés en émettant dans le fake news. Ils savent comment la République fonctionne. On dit que le chef de l'État n'aime pas quand c'est déjà dehors. Si c'était même ce qu'il a ceux qui envoient même, ils recrutent les blogueurs, les influenceurs, les journalistes, tous ceux qui peuvent influencer le public, ils recrutent, ils les donnent des miettes après. Ils vont balance-moi telle information. Je vais voir comment elle va dire. Bon, dans leur département, ils disent qu'ils n'ont pas de ministre. Nous, on a quoi? Bon, essayez de voir. On a dit qu'on va le nommer. Sabotez-le et on donne les miettes. Nous tous là, nous devons participer à combattre les fake news. Mais malheureusement, comme on est pauvre. Puisque c'est pensé, même si on a l'argent, on fait comment? C'est pensé. Non, je vous ai dit que oui. Non, ne fais pas dire que j'ai dit que c'est des secrets d'État. Je ne vais pas dévoiler ici. C'est des mécanismes d'écoute de la population pour voir comment vous allez agir. Ça, c'est pour les fake news. Maintenant, pour les documents administratifs, mais qui se retrouvent dans la rue, alors qu'ils ne devraient pas s'y retrouver. Deuxième dimension, c'est pour des intérêts. Je prends par exemple, je suis dans un secrétariat. Je ne voudrais pas dire secrétariat général président parce que je ne sais pas. Comment on fait pour arriver là-bas? D'ailleurs, même que dans mon village, personne n'y était. Je prends une information. Si je suis au secrétariat général, je me rends compte que le président du parti, il a lié au RDPC, qui sera nommé ministre, par exemple. Je prends des exemples. Je ne vais pas dire que vous serez allié. Le soir, il dit amen. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de contacter des amis, peut-être d'enfance ou camarades, qui ont des pages officielles sur Facebook et beaucoup suivi. Maintenant, j'envoie l'information. En envoyant l'information, c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui devait être là. Mais on a remplacé par quelqu'un qui est d'une autre communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les blogueurs relaient cette information. Large diffusion. Pourquoi on dit que c'est fait? Le président public lui-même veut signer, a dit que bon, je ne peux pas nommer quelqu'un qu'on dit déjà qu'il est nommé. Qu'est-ce qu'on fait? Celui donc qui voudrait positionner sa personne va envoyer donc le nom et on va écrire. C'est ça c'est pour les documents administratifs. Entre les réseaux qui s'affrontent sur un sujet, ou bien sur peut-être sur des gains économiques, ou bien au pouvoir, un réseau veut saboter l'autre, il passe par des fake news. Donc voilà. Mais dans le fond, c'est une république des batailles. Si ça se retrouve dans la rue, il y a ces mécanismes piégeux où chacun veut noyer l'autre, les guerres de clans, ainsi de suite, qui montent tous ces éléments-là, finalement, qui construisent cette république des petites guerres où il n'y a aucune cohésion, il n'y a aucune solidarité. Non, je suis d'accord quand
Là, on affirme, je crois qu'on est presque tous d'accord sur ce coup, qu'en réalité, les fake news poursuivent un objectif bien arrêté, bien spécifique. L'auteur, celui qui s'engage à verser dans le fake news, c'est parce qu'il escompte un résultat bien précis. Effectivement, on l'a vu. Depuis quelque temps, des faux remaniements qui arrivent, je connais quelques amis qui se sont retrouvés dans ces fausses listes-là et que j'ai revus plus tard. Et certains m'ont confié que c'était même intéressant de se retrouver dans ces listes essais. Là, parce que ça pourrait attirer l'attention. Oui, c'est des stratégies. Parce que ça pourrait attirer l'attention de qui de droit, qui pourrait se dire, ah, pourquoi tel se retrouve là? Peut-être qu'il a un curriculum qui pourrait justement attirer mon attention. C'est déjà une victoire. C'est une stratégie, c'est déjà une victoire que de se retrouver là. Et il y a également des gains, effectivement, derrière. Des gains qui visent soit à positionner certains, ou alors à déconstruire parfois d'autres pour des prébendes qu'on poursuit ou pour des postes, des fonctions qu'on cible. Mais malheureusement, par principe, c'est difficile qu'un État s'érige dans ce type de fonctionnement, parce que c'est pas, quelqu'un parlait de la cité exemplaire tout à l'heure, c'est pas ce que nous rêvons. Il y a des modèles, il y a des codes de réussite. Un pays fonctionne sur la base des principes, des codes sacrés qui sont des itinéraires pour arriver justement à un certain niveau. Et quand on est obligé de mobiliser des fake news, des lanceurs d'alerte pour positionner une telle information, je crois qu'en ce moment on est en train de dévier la trajectoire, parce que cela laisse des taches d'huile. On voit très bien qu'aujourd'hui tout le monde dévie pour atteindre un objectif. Vous ne pouvez pas imaginer, moi j'ai eu une page très suivie, d'ailleurs, j'ai fait l'objet de blocage d'une page qui était à près d'1 million d'abonnés, très suivi parce que je faisais des annonces, des choses comme ça. C'est d'ailleurs, beaucoup ne le savent peut-être pas, c'est d'ailleurs mon petit frère qui est doctorant qui gère cette page-là et tout. Et donc, parfois, quand il m'en rend compte, il me dit que tu ne peux pas imaginer le nombre de personnalités parfois qui me contactent pour me balancer une telle information, mais qui après retenue et après vérification plus tard, on se rend compte que c'est de la manipulation. Donc, parfois, c'est des gens qui créent des comptes spontanés, des comptes momentanés, pour vous contacter, vous balancer un document, un vrai faux, qui vous incite tout de suite à publier, parce que vous êtes par exemple à la recherche du breaking news, ou je sais pas trop quoi, et tout de suite, lui, ça fait son intérêt, parce qu'il est le premier à le partager, ou alors à captiver l'attention, portée par l'information qu'il vient de vous envoyer, et la suite, c'est que même si elle démentit, elle aura déjà au moins atteint la cible. Donc, voyez-vous, il y a effectivement, c'est une question d'intérêt qui sous-tend cette histoire de fake news. Mais maintenant, dans le fond, je ne crois pas que on devrait continuer à essayer de justifier ou alors de comprendre simplement ce phénomène. Il faudrait le combattre. Je crois, il faudrait le combattre. Et le combattre signifie mobiliser tous les moyens institutionnels qu'on a aujourd'hui. Et je reviens sur l'antique. Moi, l'antique a des moyens exceptionnels. Est-ce que vous savez, mon cher Jean-Jacques Zé, qu'il y a des gens qui sont condamnés dans nos tribunaux sur la base d'une capture d'écran WhatsApp? Oui, bien sûr. Vous le savez, au moins. C'est-à-dire que, voilà, je vous ai partagé une confidence et vous avez simplement fait une capture, vous l'avez envoyé à un ami et qui s'est senti choqué par cette information-là. Et sur cette base-là, vous êtes condamné. C'est-à-dire qu'on la présente comme preuve à charge au tribunal et vous êtes condamné. Ce qui veut dire qu'on peut, à partir de l'antique, intercepter les voies de mobilisation des informations, la fluidité des informations, ou alors des documentations qui circulent dans des voies numériques pour justement dissuader des personnes aujourd'hui qui se plaisent dans la circulation et la manipulation, la manœuvre d'un certain type d'informations pour les faits inavoués. Si effectivement la justice s'y met en collaboration très étroite avec une structure comme l'antique, je crois que cela peut réduire ce phénomène de fake news à sa portion congrue.